Voici, nous revoici toujours avec l'exercice sur l'éthane, la formation donc d'éthanol à partir d'éthane et d'eau. Alors je vous rappelle que l'éthane c'est un alcène. J'avais construit la molécule auparavant, qui est une molécule de chimie organique. De toute façon, je vais la reconstruire ici, c'est pas un problème. Et de l'eau. Bon, l'eau, tout le monde sait ce que c'est. Même ceux qui n'ont jamais fait de chimie ont probablement déjà vu la molécule, à quoi elle ressemble. Et alors, on obtient de l'éthanol. Bon, gazeux. Et tout ça, bien sûr, est gazeux. Donc ici, on a établi, donc, j'ai établi dans une vidéo précédente, la réaction, l'équilibre de la réaction. J'ai mis les états des différentes substances qui étaient ici, C2H4 qui est le, comment on appelle ça, l'éthène, l'H2O qui est l'eau, et le C2H5OH qui est le, comment on appelle ça, l'éthanol. Alors bon, c'est simple à trouver. Hein. L'éthène, c'est un alcène. Comme eth, c'est 2 carbones, meth, c'est un carbone. En chimie organique, si vous faites la nomenclature, meth, c'est un carbone, eth, puis il y a prop, but, pinte, etc., etc. Vous devez connaître les préfixes qui indiquent le nombre de carbone. Bon, mais ici, on sait bien qu'il s'agit d'un alcène, donc on a une insaturation, c'est-à-dire une double liaison. Et comme on sait que le carbone est tétravalent, ben, on a 1, 2, 3, 4 liaisons. 1, 2, 3, 4 liaisons. Voilà, et vous remplissez par des hydrogènes. Hein. Vous remplissez par des hydrogènes. Voilà, et ça c'est l'éthane. Bon, l'eau, vous savez ce que c'est de l'hydrogène et de l'oxygène, notamment avec 2 hydrogènes, avec un certain angle bien précis. Alors si vous voulez savoir, en plus, il y a, voilà, ça ce sont les liaisons entre l'oxygène et l'hydrogène, et vous avez les doublés, ça ce sont des doublés liants, hein, et on a des doublés non liants. Un doublet non liant et un deuxième doublet non liant. Voilà. Bon. Et alors, bon, qu'est-ce que c'est que le méthanol? S'il est formé à partir d'éthane, on sait trouver le méthanol. Hein. Puisqu'en fait, on va avoir une rupture ici. L'éthanol, c'est un alcool. Donc on va avoir une rupture ici pour avoir du OH. Et alors, bon, le C, on a C2H4. Voilà, va se rompre, on va dire, C2H4 peut être vu donc là il va y avoir une liaison qui va s'établir, une liaison alcool, mais il y a un hydrogène qui va revenir sur C2H4 pour faire C2H5OH, donc le méthanol. Alors on a une rupture ici, le OH, donc ce qui veut dire que on aurait ceci, on n'aurait plus de double liaison. Le OH se scindant, je vais le scinder, je vais le scinder ici, voilà. Lui, bon, je vais le mettre de côté ici, et celui-ci, je vais le mettre de côté par là. Voilà, je vais le mettre ici. La double liaison ici va se scinder. Alors, comme ça, il pourra reprendre un H, qui est le H que j'ai mis de côté ici. Voilà, je prends ce H là, qui était scindé de l'eau, et il reforme une 4 liaisons ici. On n'a plus d'insaturation. On n'a plus d'insaturation. Là, on a un carbone tétravalent, il n'y a pas de problème. Et là, il nous reste voilà, un électron tout seul. Donc, il peut faire une liaison avec le OH. Donc, le OH qui est ici va venir. Pour ça, il faut que je recule ceci. Voilà. Et le OH va venir se rattacher
ici, mais il faut que je fasse une rotation. Voilà, en gros c'est ça. Voilà, et cette partie-là, enfin c'est plutôt celui-là, celui qui manque un bras, parce que lui il a un bras, il a un hydrogène dessus, donc c'est lui qui devait tourner. Bon, je vais le refaire retourner, alors pivoter. Voilà. Bon. Et si vous voulez, vous allez avoir l'accroche ici. L'accroche va se faire là, entre ces deux électrons-là. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on aura? Vous aurez compris, qu'est-ce qu'on aura? On aura l'éthanol. L'éthanol, c'est-à-dire qu'on aura l'oxygène ici et un hydrogène ici. On aura la fonction alcool. Fonction alcool comme ceci. Donc l'éthanol n'est tout bonnement que une molécule qui ferait comme ceci. Donc ça c'est devant, ça serait derrière le plan, ça c'est dans le plan, carbone. On pourrait mettre voilà, un hydrogène ici, un hydrogène derrière, enfin un oxygène. Ici on pourrait mettre l'oxygène ici, l'oxygène, et bien sûr avec l'hydrogène. Voilà. On aurait bon, la forme d'un chien avec sa queue qui serait de l'éthanol. Voilà, bon. Alors, au niveau thermochimique, bon, j'avais déjà calculé l'enthalpie de tout ceci. Comment? Ben, on connaissait déjà l'enthalpie de formation de chacune des molécules pour la former une mole de molécules de H4. On avait l'enthalpie de formation pour former une mole de molécules d'H2O. Et on avait dans les tables une mole, et je vous avais dit, il faut faire attention aux tables que vous prenez. Les tables, voilà, il y a les tables des enthalpies molaires. Il faut faire très attention à ce que vous prenez. Et je vous ai dit qu'il fallait des références à vos tables. Hein. Donc moi j'avais pris au niveau des tables, en fonction de Rossini, l'université de Le Mans, qui était très bien comme table. Bon, il y a des tables qui existent sans référence, la colonne 3. Là je peux mettre des deltas, des enthalpies de formation standard à partir d'énoncés. Je les retire à partir des énoncés, je les mets dans la colonne numéro 4. Et dans la 5, je mets les valeurs d'une source non sûre. Et dans la 6, ben, vous mettez vos valeurs à vous. Bon, voilà, si vous devez faire une table comme celle-ci. Et donc, là, il y a bien les états, gazeux, liquide, gazeux. Mais de certaines molécules, j'ai commencé à entamer ce tableau-là. Bon, donc, ce qui veut dire que quand j'établirai au fur et à mesure les exercices, mais je le remplirai en fonction de ce que je trouve dans les tables. Voilà. Et donc, la première colonne, c'est la table de Rossini. La seconde table, c'est celle de Le Mans, mais je ne vais pas mettre tout Le Mans, parce que la table de Le Mans, bon, ça prend énormément, il y a énormément de molécules. Hein. Donc, la table de l'université de Le Mans, elle est très complète. Enfin, elle n'est pas forcément complète, mais il n'y a pas toutes les molécules qui existent. Mais en tout cas, elle est notamment complète pour ce que vous devez faire. Vous pouvez retrouver pas mal de molécules que vous allez faire dans cette table. Maintenant, il n'y a pas tout. Je viens de faire l'éthène. L'éthène, ici, il n'y est pas dans l'université de Le Mans, comme par hasard. Alors que je ne sais pas combien d'éléments qu'il y a là-dedans. On s'est trouvé les enthalpies là-dedans, mais bon, voilà. Comme par hasard, l'éthène n'y était pas. L'éthène, qui est C2H4. Hein. Voilà. Alors, là, j'ai mis le C2H5OH voilà, au niveau liquide et au niveau gazeux. Et qu'on s'est retrouvé la chaleur de vaporisation. Hein. Voilà, la chaleur de vaporisation, je vais expliquer comment on faisait pour avoir la chaleur de vaporisation. Enfin, comment on appelle ça la chaleur de vaporisation. Le delta H vaporisation
par exemple, je vais le faire pour l'eau. Ben, l'eau, il faut aller rechercher donc le gaz, le liquide, je vais faire le liquide moins celui-ci. Non, c'est le gaz moins le gaz moins le liquide. Voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est là delta H vaporisation de l'eau. Delta H vaporisation de l'eau. Ça c'est le delta H0 bien sûr. Vaporisation. Vaporisation. Bien sûr de l'H2O. Voilà, on s'est retrouvé bon, les delta H vaporisation faisant des différences comme ceci. Voilà, alors maintenant, ça c'est une méthode. J'avais trouvé donc au travers de la réalisation de cet exercice. Donc en calculant la chaleur de, bien sûr à l'état standard, hein, tout était fait à l'état standard, c'est-à-dire 298 Kelvin. Et ici j'ai pas mis un bar mais un atmosphère. Voilà, j'ai pas mis 100 000 pascal mais 101 325 pascal. Et la différence est de très peu. Voilà, donc entre 100 000 et 101 000, parce que les anciennes tables donnent souvent par rapport à 101 325 pascal et non pas par rapport à 100 000 pascal. Alors, là c'est le delta H produit moins delta H réactif. Les réactifs, il y en a deux, produit, il n'y en a qu'un seul. Donc je me permets d'additionner tous les delta H réactifs. Voilà, en tenant compte bien sûr des coefficients stéréométriques, parce que la première des choses à faire, c'est d'équilibrer la réaction. Une fois qu'on a équilibré la réaction, à ce moment-là, on peut entamer les calculs. Bon, ici, justement, c'est un cas de figure où on a 1. Bon, c'est pas très difficile. 1, bon, voilà. Alors, on a moins 253,3 kJ pour une mole. Et ici, comme il y a une mole, ben, ça fait moins 235,3 kJ pour une mole. Voilà. Pour les produits. Les produits, c'est donné. Hein. Je fais le bilan au niveau des produits, moi le bilan au niveau des réactifs, au niveau des enthalpies de réaction. Des enthalpies de formation, je m'excuse. Des enthalpies de formation. Voilà. Donc ça c'est la formation. Dans les tables donnent la formation, l'enthalpie de formation d'une mole de C2H5OH. Voilà. C'est moins 235,3 kJ pour une mole. Mais ici, il s'avère que j'ai une mole, ce qui fait pour une mole 1235,3 kJ. Voilà. Alors, je fais la même chose ici pour moins 241,79. Voilà. kJ pour une mole. Il s'avère que la stoichiométrie donne voilà, une mole ici. Donc ça fait 1241,79 kJ pour une mole. Et 52,3, c'est la stoichiométrie donne une mole de... Voilà, et comme on a... les tables donnent pour une mole, ce qui fait pour une mole 52,3, comme on a la stoichiométrie donne une mole, ben, on a 52,3 kJ. Bon, alors tout ceci, ça va donner le delta H réaction qui est de moins 45,81 kJ. Voilà. Ça c'est le delta H réaction. Il suffit de faire la somme des produits. Le tout, c'est pas de se tromper quand on va chercher les valeurs dans les tables, c'est juste ça. Vous allez chercher la bonne valeur dans les tables, vous les mettez, vous calculez juste voilà, la somme de ce qui se passe au niveau des produits, moins la somme de ce qui se passe au niveau des réactifs. Situation finale, moins situation initiale. Et là, vous avez le bilan global. Et il vous dit si la réaction dégage de l'énergie calorifique ou si la réaction est exothermique ou endothermique. C'est l'absorbe. C'est que, voilà, elle est endo. Et s'il dégage, elle est exothermique. Et c'est comme on a une valeur négative, la valeur négative du delta H, ben, c'est exothermique. Bon, maintenant, je vais faire une seconde méthode. Eh bien, la seconde méthode, c'est de chercher à partir des énergies de liaison. À partir des énergies de liaison. Bon. Alors,
pour ça, il faut savoir certaines choses. Bon, on est toujours dans un milieu, voilà, une transformation. Enfin, on a toujours la conservation de l'énergie. C'est-à-dire que la chaleur produite, je vous rappelle quelques petites notions que j'ai déjà rappelées auparavant. Bon, la variation d'énergie interne est mesurée par une bombe calorimétrique qui est, voilà, qui mesure le QV. Dans la bombe calorimétrique, il mesure le QV, c'est-à-dire la variation d'énergie interne. Alors, si vous voulez le QP, il existe des calorimètres qui mesurent le QP, des bombes calorimétriques qui mesurent le QP, qui n'est tout simplement qu'un calorimètre. Hein. La bombe calorimétrique est un calorimètre. Hein. Tout simplement, il y a une réaction chimique qui se passe dans le calorimètre, et soit vous le fermez, soit vous êtes ouvert. Voilà, la bombe est ouverte, ou soit elle est fermée. Si elle est ouverte, ben, si elle se fait à pression atmosphérique, on va mesurer le QP. Voilà. Et le QP mesure le delta H. Le QP mesure le delta H. Donc on a des bombes calorimétriques qui mesurent à vase fermé. On mesure le QV, donc la variation d'énergie interne, et d'autres mesurent le QP, parce qu'on a un vase ouvert, et donc on mesure le delta H. Alors il existe une relation entre QP et QV. On sait bien que QP est égal à QV. Bon, les premiers savants pensaient que bon, il y avait une légère différence dans les mesures, mais en fait ils ont fini par comprendre qu'il y avait une relation qui existait entre QP et QV, et qu'elle dépendait tout simplement de la pression quand on était en vase ouvert. Quand on était en vase ouvert, ben, il y avait la pression qui agissait. Voilà, P delta V. Alors, mais le problème, c'est que la variation de volume, elle est difficile un petit peu à trouver, parce que c'est des faibles, quand il y a la pression atmosphérique qui agit sur la réaction chimique, ben, c'est inopportun de rechercher par rapport à une variation de volume voilà, qui se produirait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va rechercher l'équation des gaz parfaits, où on retransforme P delta V, parce que c'est possible, hein, PV égale nRT, ben on peut faire P, on a RT delta NG. Et là on sait voir tout ça. Puisqu'on a, ça c'est une constante, ça c'est la température qu'on peut mesurer, qui est une grandeur macro à l'aide d'un thermomètre, mais ça c'est via la réaction chimique, on peut voir la variation du nombre de moles gazeuses. Voilà, et donc là le QP, rappelez-vous, qui mesure le delta H, alors que le QV mesure le delta U, donc ce qui veut dire que delta H est égal à delta U plus RT delta NG. Voilà. Alors maintenant, je vais rechercher le résultat qui a été trouvé ici, l'enthalpie de réaction, à partir des énergies de liaison. Alors pour ça, autant pour la formation, tout se base au niveau de la thermodynamique, il y a beaucoup de choses qui se basent au niveau des tables. Hein. Donc vous avez vu qu'ici, pour faire raisonner sur cet exercice-là, bon, c'est d'abord aller rechercher dans des tables l'enthalpie de formation à l'état standard d'une mole d'une molécule. Voilà, voilà, on va rechercher, par exemple, le C2H5OH au niveau gazeux, combien il vaut au niveau enthalpie. Voilà, par exemple, moins 235.3. Alors, je vous rappelle que moins c'est, je vous l'avais dit tout à l'heure, moins c'est exothermique. Moins c'est exothermique. Et plus c'est endothermique. Moins c'est exothermique. Quand la variation d'énergie est négative, c'est exothermique. Ça veut dire qu'elle va dégager, la réaction dégage de l'énergie calorifique. Si delta H est positif, mais la réaction on absorbe de l'énergie calorifique. Donc une réaction peut, soit ici on est bien en thermochimie, donc on est bien dans le concept de visualisation, d'étude des échanges de chaleur. La réaction est un système en soi, si ce n'est qu'il n'est décomposable par un système initial et un système final. Système initial étant les réactifs de départ et le système final étant les produits finaux. Voilà. Donc le problème c'est un petit peu ça, c'est juste au départ on a des réactifs, en finalité on a des produits, mais entre les deux va se passer une transformation qui est justement la réaction. Et alors on aura un échange, on aura, si vous voulez, une transformation de la matière, mais on aura aussi un échange énergétique. On aura les deux. Puisqu'ici on a une réaction chimique qui va s'établir, et donc on a bien sûr de la matière qui va se défaire et se refaire. C'est-à-dire qu'il y aura les réactifs qui vont se déconstruire et les produits qui vont se former. Voilà, c'est juste une formation. D'ailleurs, voilà, c'est juste une formation
une reformation. La matière, elle est conservée. On a autant d'atomes de carbone à gauche que d'atomes de carbone à droite. On a autant d'hydrogène à gauche que d'atomes d'hydrogène à droite. On a autant d'oxygène à gauche qu'on a autant d'oxygène à droite. Eh bien, on sait bien que de ce fait-là, comme on a autant de matière à gauche, autant de matière à droite, on a une conservation de matière, mais comme les molécules tiennent au travers d'une certaine forme d'énergie, qu'on appelle les énergies de liaison, eh bien, ces énergies de liaison, on va les casser, mais elles vont se faire ailleurs. Et donc, comme on comprend que c'est une conservation d'atomes, c'est une transformation, un réarrangement d'atomes, mais une conservation d'atomes, mais on comprend que l'énergie va se conserver. Donc, fatalement, on peut comprendre qu'il y a la loi conservative. Ici, comme la seule énergie qu'il y a ici en présence au niveau de la thermochimie ici, mais ce sont les chaleurs. Donc, ce qui veut dire qu'on a une conservation de la chaleur. Alors, rappelez-vous de l'énoncé, la chaleur produite ou absorbée, quand je dis absorbée ou produite, bon, c'est une réaction endo ou exothermique, en fonction de delta H si il est négatif ou positif. Alors, delta H négatif, c'est exothermique, delta H positif, c'est endothermique. La chaleur produite ou absorbée par une réaction ne dépend que de l'état initial et de l'état final, et non du chemin suivi, par exemple, le nombre et la nature des étapes. Ça, vous le savez très bien, je l'ai déjà répété 50 000 fois. Si celle-ci est effectuée, soit à pression constante ou à volume constant. Bon, soit elle est réalisée soit par mesure directe, au travers d'une bombe calorimétrique, à pression constante, donc c'est-à-dire une bombe calorimétrique à pression constante, où on mesure le QP, ou soit une bombe calorimétrique on mesure le QV à volume constant. Voilà. Bon, ceci étant dit, on peut mesurer donc le QP et le QV, soit le delta U ou le delta H. Mais si vous mesurez le delta U, vous savez trouver le delta H facilement. Je viens de vous mettre la relation ici, delta H égale delta U plus RT delta NG. Ou si vous mesurez le QV, vous savez trouver le QP, parce que QV est égal à QP moins RT delta NG. Bon, on peut manipuler ces formules-là comme on veut pour trouver l'une ou l'autre chose par calcul. Donc on peut mesurer, mais on peut calculer. On peut mesurer, mais on peut calculer ce qu'on veut. Bon. Alors maintenant, sachant que c'est une conservation, on peut établir les règles des lois conservatives. C'est-à-dire que, je viens de vous dire qu'ici, la chaleur produite ou absorbée par une réaction ne dépend que de l'état initial et de l'état final, et non du chemin suivi. C'est-à-dire que si maintenant, je vais au travers des énergies de liaison, on sait bien qu'il y a conservation de la matière, donc fatalement, la matière est emplie d'énergie, hein. Donc comme on a des liaisons qui font qu'on a des énergies de liaison dans les atomes, quand tout ça va se casser, va se reformer, les énergies vont jouer de telle manière à faire en sorte que, comme on a conservation de matière, on aura conservation de l'énergie. Alors justement ici, je vais faire apparaître ça par le calcul pour trouver justement cette chaleur-là qui a été trouvée, la chaleur des réactions, je vais le faire au travers, à partir des énergies de liaison. À partir des énergies de liaison. Mais pour ça, je ne vais plus adopter les mêmes tables, parce que on va plus se baser sur les énergies comment on appelle ça, on va plus se baser sur les énergies de formation d'une mole de molécules, mais sur les énergies de liaison. Alors l'énergie de liaison, qu'on appelle l'enthalpie de dissociation ou de liaison, de dissociation ou de formation. Hein. Bon, ici c'est vrai que c'est enthalpie de dissociation ou de formation. Ou encore de liaison à l'état standard, voilà, est donné comme ceci. Alors pourquoi dissociation? Parce que s'il se dissocie, ça va être la même énergie qui est indiquée ici. S'il se forme, c'est la même énergie. Qu'il se casse ou il se forme, c'est toujours la même énergie. Si ce n'est qu'il y a un signe qui diffère. Voilà, il diffère. Si delta H est positif, l'énergie pour fournir... L'énergie... ici, il y a une petite erreur. L'énergie fournie. Voilà.
l'énergie fournie pour rompre une liaison est toujours endothermique, c'est-à-dire quand on rompt une liaison, c'est toujours endothermique. Donc il faut delta H est positif. Voilà. Parce qu'on est pour casser une liaison, il faut fournir de l'énergie, on chauffe. On chauffe, et donc le système qui est la liaison, bah, en fait, quand on fournit de l'énergie pour casser la liaison, ben voilà, il faut fournir de l'énergie. Il faut fournir de l'énergie à la liaison. Donc en fait, c'est un processus qui est endothermique. Voilà. Endothermique. Delta H étant positif. Maintenant, l'énergie absorbée pour... Oh, mais là, il y a un petit problème là. L'énergie fournie, oui. L'énergie absorbée. Bon, pour rompre une liaison, il faut apporter de l'énergie. Ça, c'est certain. Énergie fournie pour rompre une liaison. Ouais, ça, c'est bon. Ouais, donc delta H est positif. C'est juste. Endothermique. Mais toujours endothermique. Voilà. Parce que le delta H est positif. Maintenant, parce qu'on fournit de l'énergie. Alors, bon, si je regarde bien, on va regarder ça. Hein. On prend un système. Si on apporte de la chaleur, le système va s'enrichir en chaleur. Voilà. Donc le delta H, il est là, le Q, il est égoïste, il donne, c'est négatif, mais delta H est positif. Voilà. Delta H est positif. Et normalement, delta H positif, c'est endo. Delta H négatif est exo. Là, c'est quand exo, c'est quand on a le système fournit de l'énergie. Voilà. Donc delta H, c'est le contraire, hein, parce que delta Q est égal à moins delta H. Voilà. Là, le système absorbe. Là, c'est le système fournit de l'énergie au milieu extérieur. Et donc, il s'appauvrit en énergie. Voilà. Moins delta H négatif, c'est exothermique. Voilà, parce que c'est le milieu extérieur qui va se réchauffer. Voilà, il est exo, il fournit de la chaleur. Et c'est le milieu extérieur qui se réchauffe. Alors que quand il est endo, bon, il reçoit de l'énergie et c'est le milieu extérieur qui se refroidit. Voilà, c'est par rapport au milieu extérieur. Bon, ceci étant dit, on va regarder ce qu'on a mis là. Delta H positif, normalement c'est endo. Effectivement, c'est bon, il est endo. Delta H négatif, c'est bien exo. Alors, endo, c'est quand on fournit l'énergie. Voilà, donc c'est ça. Donc le système, qu'est-ce que c'est que le système? C'est les liaisons. C'est la liaison. La liaison forme le système. La liaison forme le système. Si on veut rompre une liaison, ceci est le système. Une liaison est le système. Bon. Ceci étant dit, donc on pourra avoir soit le tableau est donné avec des valeurs positives. Des valeurs positives, mais en fait, elles peuvent être aussi bien positives que négatives. Positives, si on rompt, énergie fournie pour rompre une liaison est toujours endothermique, donc ce sera du positif si on rompt. Si on rompt les liaisons, ce sera toujours positif. Donc ce tableau est pris dans le sens où il peut être positif ou négatif. C'est pour ça que je vous ai dit qu'ici, enthalpie de dissociation, à ce moment-là, les valeurs sont positives, mais enthalpie de formation, à ce moment-là, bon, c'est une réaction qui est... le processus est exothermique, donc delta H sera négatif. Delta H sera négatif. Donc ces valeurs qui sont positives peuvent être prises comme étant positives ou négatives en fonction de si on rompt les liaisons ou si on les forme. Si on rompt les liaisons ou on les forme. Voilà. Alors, ici, il y a toutes les énergies données suivant différents tableaux. J'ai recopié ici des valeurs provenant du tableau de Mendeleev. Bon, qui pour moi, je veux dire, sont des tableaux, enfin, sont des valeurs, je veux dire, sûres. Hein, je veux dire, je vois pas pourquoi ils ne pourraient pas être sûrs. Voilà, donc le tout, c'est de se fier à des valeurs d'un tableau. Parce que vous ne pouvez pas
inventer des valeurs comme vous voulez. Hein. Bon, ça c'est tiré de l'expérience. L'expérience est faite en laboratoire, c'est de laboratoire qui donne ça. Maintenant, il y a un autre laboratoire qui donne ces valeurs. C'est le tableau T4 ici. Voilà, le T4. Bon, et le 2-3. Les tableaux 2-3, qu'est-ce que c'est? Le tableau 2-3, c'est ce que je trouve un petit peu à droite à gauche. Bon, que je mets. Je trouve un tableau, je recopie. Non, je devrais même pas mettre ça, mais voilà. Parce que le tableau de Mendeleev ici, T1, et le tableau T4, ici en tableau T4, me suffisent à eux-mêmes. Parce qu'en fait, voilà, ils me donnent des valeurs. J'ai mis des écarts entre ces deux tableaux. Ça donne des petits écarts, et donc je me fie à ça. Dès le moment où j'ai un petit écart, je me dis, bon, de temps en temps, j'ai un grand écart, mais c'est normal parce que les valeurs sont beaucoup plus grandes. 143, 201, voilà, les valeurs sont déjà plus grandes. Hein. Plus les valeurs sont grandes, plus on peut s'estimer. Mais c'est vrai qu'ici, j'ai un grand écart, 57, et là, j'ai un grand écart, 44. Voilà, mais tout le restant, ben, ça reste en dessous. Là, j'ai un 27 d'écart. Voilà. Voilà, ici il ne devrait pas avoir d'écart, je ne vois pas pourquoi il y a un écart. Ici il ne peut pas avoir d'écart, parce que j'ai rien mis ici. Voilà, et donc on voit bien que les écarts, bon, parfois ils sont au maximum, le plus grand écart ici c'est vrai qu'il est 44, voilà, 4, 4, 2, 2, 4, ça c'est raisonnable, hein, voilà, 5, 2, 1, 8, entre deux laboratoires qui donnent des valeurs. Par contre 57, 9, bon ça commence déjà un peu différent pour la liaison OO, la liaison simple OO, bon, voilà, entre les deux tableaux, bon, et je me fierai soit au tableau Mendeleev, soit au tableau T4 ici, qui est un tableau que j'ai repris, mais qui n'est pas référencé, il n'y a pas de référence à ça, et c'est ça qui est malheureux, c'est que quand on donne des tableaux, il faudrait les référencer, et dire d'où ça vient, de quel laboratoire, voilà, quand ça a été fait, quelle année, voilà, faire un tableau, c'est quelque chose, c'est un travail qui doit être fait correctement, bien répertorié, et bien daté, et bien spécifié dans le sens, on va dire, des sources. D'où vient-il? En tout cas, ici, on peut se fier de ceux parce que j'ai fait les écarts. Et les écarts, apparemment, ils donnent de très petits écarts. Quoique l'une ou l'autre valeur, il faut se méfier. Donc à ce moment-là, il faut aller voir dans d'autres tableaux. Bon, fiable. Le tout, c'est de calculer les écarts. Si vous avez des très grands écarts, il faut se méfier. Voilà. La méfiance est dans le sens des très grands écarts. Voilà. Maintenant, sur des petits écarts de 2, 3, 4, voire 20, bon, rappelez-vous qu'on est en kilojoules par mole ici. Hein. Bon, voilà. C'est en milliers de joules par mole. Hein. C'est 432 000 joules par mole. Voilà, si je prends 459, c'est 459 000 moles. 459 000 moles. Et là, 463 000, c'est vrai qu'ici, c'est 4 000. Ouais, c'est des petites valeurs de... Voilà, 1000. On a 4 000 de différence. 4 000, 2 000, 4 000. Mais c'est vrai que quand on commence à voir, bon, 57 000, bon... Ouais, 57 000, c'est... Bon, ça commence à faire beaucoup. Là, il faudrait peut-être vérifier par rapport à différents tableaux pour cette valeur-là. Pour la liaison OO. Je n'en suis pas sûr de ce que c'est, si l'un ou l'autre. Qui dit vrai, qui dit faux, c'est impossible de dire. Hein. Qui dit vrai, qui dit faux, c'est impossible de dire. Maintenant, vous fiez à bon, le tableau de Mendeleev, on peut dire que c'est quelque chose de sérieux. Donc, on peut pas se dire qu'ils peuvent se tromper, quoique bon, on peut trouver aussi l'une ou l'autre erreur dans le tableau de Mendeleev. Hein. Donc à ce moment-là, ça demande d'aller revoir dans des tables complémentaires. Alors je vous rappelle qu'ici, c'est une table qui ne concerne pas l'enthalpie de formation, mais l'enthalpie de liaison pour casser les liaisons pour rompre. Donc ce qui veut dire que ici, dans cet exercice-ci, je vais faire un deuxième tour de passe-passe pour utiliser justement non plus les enthalpies de formation standard d'une mole, mais les enthalpies de liaison pour calculer plus ou moins, on n'aura pas la même réponse, je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà, la réponse, elle vaut moins 45,81. Voilà, si vous le faites avec les enthalpies de formation molaire. Voilà. Mais maintenant, oui, ici c'est kilojoules par mole. Hein. Kilojoules pour une mole. Voilà. On sait bien que c'est pour une... Ici, j'ai mis kilojoules parce qu'on sait bien que c'est pour une... Voilà, pour une mole. Kilojoules, on sait bien qu'on a une mole ici. Bon, la stoichiométrie donne une mole. Une mole, une mole, une mole. Donc c'est kilojoules par mole ou kilojoules pour une mole, c'est la même chose. C'est ce que je vous avais dit dans la vidéo précédente. Et là, je mets kilojoules, on sait bien que c'est pour une mole, donc c'est kilojoules par mole. Voilà. Si c'est sous-entendu pour une mole, ben, il n'y a pas besoin de mettre par mole, hein, parce qu'on sait bien que c'est pour une mole. Kilojoules pour une mole. Donc kilojoules par mole.
Enfin bref, vous n'êtes pas obligé de mettre mole, mais pour autant vous sachiez qu'on a une mole derrière ça. Alors maintenant, ce que je voulais vous dire, on va le faire par la loi de S. La loi de S qui demande tout d'abord que tous les éléments soient gazeux. Si les éléments ne sont pas gazeux, il faut faire un changement d'état. Mais ici, ça ne va pas être le cas, parce que vous voyez que tout est gazeux, donc je n'ai pas à faire de changement d'état. Donc, ce qui va se passer, c'est que on va casser tout ça. On va prendre le C2H4 et on va le casser. On aura une situation initiale et on va casser le C2H4. Bon, ça, c'est déjà la molécule formée. Hein. C'est C2H5OH. On va recommencer le tout. On va casser tout et on va reformer tout. Alors, si je casse, pour ça, il faut savoir que ce qu'il faut casser, C2H4, c'est un éthane. L'éthane, C2H4, c'est ceci. Voilà. Alors, pourquoi casser? Tout d'abord, il faut que ce soit gazeux. Est-ce que c'est gazeux ici? Bah oui, ça l'est, il n'y a pas de problème. Hein. C'est gazeux, c'est une molécule gazeuse. Donc, il n'y aura pas de problème à ce niveau-ci, il n'y a pas de changement d'état à faire. Plus l'H2O. L'H2O. Voilà, va former du C2 C2 H5 OH. Donc là, on a du O, du H, du H, du H, du H, du H, du H. Voilà, tout est fait. Alors là, il faut savoir qu'on a un gaz, donc il n'y a pas de problème pour celui-là, il n'y a pas de changement d'état à faire. Et là, on a un gaz, il n'y a pas de changement d'état à faire, parce que tout doit être gazeux. La première des choses, c'est que tout doit être gazeux. Voilà. Alors maintenant, je vais isoler les atomes et faire un chemin de S. Enfin, de S. Bon, c'est la conservation d'énergie qui permet de dire ça. Alors ici, on va casser. Donc je vais casser les molécules. Donc ici, si je casse ici, j'ai un hydrogène. Je casse ici, j'ai 2 hydrogènes, 3 hydrogènes, 4 hydrogènes, 5 hydrogènes, 6 hydrogènes. Bon. Ce qui veut dire que j'aurai H plus gazeux, hein, il est gazeux, tout est gazeux ici. Hein, bon, H plus H plus H plus H plus H. Bon, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai bien cassé 6 hydrogènes. Voilà. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ensuite, il faut casser celui-là. Je vais le faire avec une autre couleur. Je vais casser le carbone. Et là, j'aurai combien de carbone? Un carbone plus un carbone. Et là, je casse. Voilà. Et j'aurai cassé ici en cachant la chaîne HH, mais j'aurai un oxygène. Voilà. Donc, il faut tout casser, tout isoler. Il faut tout isoler. Donc, voilà. Il faut, pour former la nouvelle molécule, il faut tout casser, puis on reconstruit tout. Mais en cassant tout, bien sûr, j'ai chaque fois les delta H liaisons qui sont connues. Hein. En cassant delta, ici j'ai des delta H liaisons. Donc la situation initiale, voilà, j'ai tout. Là, je vais casser une double liaison, delta H liaison. Voilà, j'aurai une. J'ai cassé ici, delta H liaison ici, delta H liaison ici, delta H liaison ici. Alors casser, n'oubliez pas que c'est positif. Voilà, casser c'est positif. Casser c'est positif. Et reformer c'est négatif. Bon, je l'ai dit tout à l'heure avec delta H positif, delta H négatif si c'est endothermique. Là, ce sera delta H positif, endothermique. Et reformer, ce sera. Pour casser, il faut apporter de l'énergie. Hein, donc c'est endothermique. Et pour se reformer, hein, pour reformer la molécule, c'est voilà, exothermique. Oui, exothermique, c'est ça. Et là, de nouveau, on va reformer. Hein. Là, on reforme. Je prends un hydrogène, je fabrique la liaison HC, voilà, je reforme
une liaison HC, je vais reformer une liaison HC, voilà ici, je vais reformer une liaison, ouais, j'étais un peu trop vite, bon, je vais recommencer, j'étais un peu trop vite, bon, je prends un H avec C, je forme cette liaison là. Alors, tout est gazeux, il n'y a pas de problème, je vous dis, il n'y a pas de changement d'état à faire. Je prends un H et un AC, je forme ceci, je forme ceci. Voilà. Ensuite, bon, ça veut dire que je viens de faire celui-ci, la liaison HC et la liaison HC ici. Bon. Ensuite, je vais former la liaison CC, la liaison CC, puis, et ainsi de suite. Puis, je vais faire la liaison CO, là, la liaison CO, la liaison H, C, H, C, voilà, et on va former. Et on va chercher, bien sûr, les valeurs des delta H, formation de la liaison. Formation de la liaison. Alors que là, c'est delta H, cassure de la liaison. Delta H, cassure des liaisons. Voilà. Alors, ça c'est simple à comprendre, il n'y a pas trop de difficultés là-dessus. Voilà. Ce qui veut dire que le C2H4 va fournir, si vous voulez, 2 carbones et 4 hydrogènes. Voilà. L'H2O va fournir, isolé, des atomes bien sûr, ça va former voilà, des atomes isolés pour reconstruire la liaison. Deux hydrogènes et un oxygène. Voilà. Donc en formation, ben, on aura 2 carbones plus 4 hydrogènes, 2 carbones plus 6 hydrogènes plus un oxygène. Bon, et ça donne du C2H5OH. Voilà. Alors, il faut aller chercher les cassures, les enthalpies voilà, de liaison, enfin, comment on appelle ça, les énergies de liaison des cassures, et ainsi voir qu'est-ce qui se passe au niveau du bilan des cassures, et qu'est-ce qui se passe au niveau du bilan des formations. Voilà. Et ensuite, après, on fera le bilan global, c'est la somme des deux, mais il y en a un qui est négatif. Parce qu'il y en a un que, voilà, il est négatif parce qu'il est exothermique. Il y en a un qui est positif parce qu'il est endothermique. Il est endothermique. Alors pour ça, on va évaluer les différentes formes d'énergie, de cassure et de reformation voilà, des atomes. Alors pour le C2H4, il faut casser le C2H4 pour le C2H4, il faudra casser, on aura le delta H total du C2H4, mais il faut casser, rompre quatre liaisons CH. Il faudra rompre 4 liaisons CH. Donc on aura 4 fois la liaison CH à faire. Donc 4 fois le delta H CH. Delta H CH. Voilà. On aura une double liaison CC. Plus une liaison, un delta H, H liaison, delta H liaison, bien sûr, cassure de la liaison,
CC. Double liaison. Hein. Voilà. Pour l'H2O, il faudra casser le delta H total. Bon, je vous rappelle que ça c'est les réactifs, hein. Ces deux-ci c'est les réactifs. Donc fatalement, les réactifs, ben, ça va donner quoi Donc c'est-à-dire qu'ici, j'ai C2 H4 plus H2O qui est la situation initiale, et la situation finale qui est C2 H5 OH. Hein. Voilà, et donc ici, qu'est-ce que je fais? Ben, je passe par voilà, une panoplie voilà, de delta H. Celui-ci va. Je crée. Avec celui-ci, on va créer. Je fais le premier ici. 2 carbone plus 4 hydrogènes. Voilà, isolés, hein, ils sont isolés. Plus 2 hydrogènes, plus un oxygène. Voilà, on isole tout, on casse tout. On regarde les enthalpies de chacun ici. Voilà, les enthalpies des cassures. Puis à ce moment-là, bon, on aura une enthalpie plus ou moins totale qui sera... Voilà. Bien sûr, il faut reformer celui-ci. Hein. Il y a l'enthalpie de reformation de celui-ci. Voilà. Donc, quelque part, il y a un résultat intermédiaire. On reforme C2H5OH, bien sûr, et il faut le casser, puis le reformer. Voilà, on fait un chemin, on va pas faire un chemin direct, mais on fait un chemin qui va casser et qui va reformer. Donc là, il y aurait une étape, voilà. Donc on casse, ça c'est la cassure. Étape 1, numéro 1, cassure. Et puis reformation du C2 H5 OH, et le bilan global de la cassure et de la reformation va donner bien sûr le C2, l'enthalpie de réaction de C2H5 OH. Voilà, on passe par 2 stades intermédiaires. Donc le chemin de S, voilà, le voici, hein, si vous voulez le savoir. On casse d'abord, il faut que tout soit à l'état isolé et gazeux. Tout doit être isolé et gazeux. Voilà, ici, il n'y a pas de problème, hein, il est sous forme de gaz. Ici, là, il est sous forme de gaz. S'il était, c'était pas le cas, ben, il faut faire un changement d'état. Voilà, à ce moment, on isole tout en cassant, on va chercher les énergies de liaison, et puis on va rechercher les énergies de liaison de formation, en sachant que ceci c'est négatif, puisque c'est exothermique, alors que celui-ci sera endothermique. Et après, on fait le bilan des deux, on fait la somme des deux, et vous allez trouver le bilan de C2H5OH. Alors, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'isoler, de voir les enthalpies correspondantes, voilà, qui se trouvent dans les tables. Hein. Ça, il faut les rechercher dans les tables. Voilà. Là, on casse une liaison, 4 liaisons CH. On va rechercher dans les tables une liaison. Les tables donnent pour une liaison CH, mais comme on a 4 liaisons CH, il faut avoir 4 liaisons CH. Bon, et en plus de ça, on n'a qu'une mole de C2H4, hein, donc ça voilà, c'est x4 parce qu'on a 4 liaisons CH, x1 parce qu'il y a une mole de C2H4 dans la réaction. Puis on a une double liaison CC, voilà, voilà, et comme on a une molécule d'H2O, ben, on a x1 encore une fois, mais voilà, on a ceci. Alors, enfin, c'est plutôt l'H2O, là, je m'excuse. L'H2O, il n'est pas là, je m'excuse. Donc, c'est tout ça qui sera x1 parce qu'on a une molécule. Tout ceci x1, voilà, parce qu'on a une molécule. Bon, alors pour l'H2O, il faut aller chercher le delta H, il faut casser du HO, voilà, il faut
faut casser du HO. Combien de fois? 2 fois. Donc, il faut casser du HO. Combien de fois? 2 fois. Donc, il faut, c'est 2 fois l'enthalpie. Et alors, comme il y a une molécule, une seule molécule, on fait encore fois 1. 1 fois 2 fois ceci. Et là, vous avez le résultat. Voilà. Alors, pour la formation, ben, vous faites la même chose, hein, sauf vous allez mettre un moins. Voilà, il faut aller faire le C2 H5 OH. Et là, bien sûr, on aura du négatif. Les delta H seront négatifs parce que c'est de la formation. Donc, on va faire moins. Il faut casser. Bon, il faut voir comment elle est la molécule. Hein. Je vous ai dit qu'elle était comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Voilà, et ainsi de suite. Voilà, et alors donc on aura combien de liaisons CH à casser? 1, 2, 3, 4, 5. Il y aura 5 liaisons. Et alors le tout sera multiplié par 1 parce que on n'a qu'une molécule, le C2H5OH. On a 1 une fois, moins 5 fois la variation d'enthalpie de la liaison CH. Voilà, et puis il y a encore la liaison ici CO plus une fois la liaison delta H de la liaison CO, c'est une simple liaison, et puis encore une liaison OH, hein, plus une fois le delta H de la liaison OH. En faisant ce calcul-là, ben, on aura tout. On aura tout, et on suffira de sommer bon, le côté des réactifs, plus ce qu'il va y avoir au niveau de la cassure, et ce qu'il va y avoir au niveau de la formation. Cassure, formation. Là, vous faites une somme de la cassure et une somme de la formation, parce que je vous ai montré le chemin. Après le chemin de S, vous suivez le chemin, vous avez une cassure et une formation. Donc, c'est le bilan complet qui va donner, bien sûr, le produit final. Eh bien, faisons ce que je viens d'expliquer, ça va aller très vite. Regardez bien. Voilà, la molécule, elle est là. Donc, là, ça, c'est la molécule d'éthane, ça, c'est la molécule d'eau, et ça, c'est la molécule, voilà, de, comment on appelle ça, de C2H5, d'éthanol. Alors, on a 4 liaisons CH, je fais d'abord l'énergie des liaisons des réactifs. On a 4 liaisons CH, effectivement, hein. On en voit une qui était 1, 2, 3, 4, c'est ce que je viens de dire, hein. 4 liaisons CH. Une liaison CC, effectivement, ben, c'est ce que je viens de vous montrer ici. Ensuite, bon, C2H4 est gazeux, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de changement d'état à faire. Alors, on calcule le delta H liaison. Ah là, à ce moment, il faut aller chercher dans les tables. 4 fois la liaison CH. Bon, la liaison CH, ça dépend ce que je veux prendre. Table d'enthalpie de dissociation. Le CH, il est là. Je peux prendre 411 ou 415.1. Je peux prendre un des deux. CH 411 ou 415.1. Bon. Alors, j'avais dans d'autres tables 413.8. Je veux bien prendre 415.1, il n'y a pas de problème. Hein, bon, bon, 415. Voilà. Fois 4. Attention que c'est en kilojoules par mole. Hein, fois 4. Plus. Et là, liaison CC. Je vais voir dans les liaisons CC. 602. Là. Et l'autre 615. Bon, comme j'ai pris de l'autre table ici. J'ai commencé avec la table ici. T4. Ben, je vais terminer avec ça. Bon, je prends 615. Voilà, j'ai pris CH HC 415 et 615. 415 et 615. 415 et 615. 415 et 615. Voilà. Alors, on a une liaison CC. Donc, je vais calculer ça. Bon, vous faites
415 fois 4 plus 1 fois 615. Mais comme il y a une molécule, je fais x1. Mais bon, j'ai pas besoin de faire x1. Voilà, 2275. Ici, j'avais 2267 en prenant certaines valeurs. 2275. Bon, alors maintenant, on va faire la molécule d'H2O. Donc, il est bien gazeux, il n'y a pas de problème. Je ne dois pas faire de changement d'état. Il n'y a qu'une molécule. Hein, donc là, il faudra faire x1. Comme ici, il n'y a qu'une molécule, j'ai fait x1. Bon, le résultat final x1. Eh bien, je vais chercher donc l'H2O, on a deux liaisons HO. Deux liaisons HO. Donc, je vais chercher la liaison HO, combien elle fait. Bon, comme j'ai commencé dans cette table-là, je vais terminer dans cette table-là. HO 463.2. 463.2. On va noter ça. Comme il y en a deux, c'est 463 fois 2, et comme il y a une molécule, fois 1. Donc 463 fois 2. Voilà. 463 fois 2. Voilà, 926. Bon, alors le bilan global, ben, vous faites la somme de ce qui se passe au niveau des réactifs. Hein. Ceci, et c'est positif. Hein. Vous voyez bien que c'est positif. 3201. Bon, alors faisons la même chose avec C2H5OH. Il est gazeux, il n'y a pas de problème. On n'a qu'une seule molécule, il n'y a pas de problème. Et ça, ce sont les produits. J'attaque les produits. Bon, on a 5 liaisons CH. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Allons voir ça tout de suite. Voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5 liaisons CH, une liaison CC, une liaison OC et une liaison OH. Voilà, donc on a 5 liaisons CH, je le note ici, on a bien 5 liaisons CH, oui. Une liaison CC, oui, une liaison HO, oui, et une liaison CO, oui. Voilà. Et donc vous allez chercher les liaisons CC. Attention qu'ici c'est 5 fois la liaison CH. Hein. Donc la liaison CH, j'avais pris je ne sais plus combien. Bon, je ne sais plus combien est-ce que j'avais pris. C'est ben, là je vais voir ici CH dans la table 4, ça fait 415 x 5. 415 x 5. Donc je note 415 x 5. Voilà, 2705. Voilà. Il y a une liaison CC, c'est 263.3. Voilà, donc on va additionner ceci. 2075 plus 263 plus 459 plus 316. Voilà, et on a un résultat. Et bien sûr, ceci est négatif. Normalement, doit être négatif. Oui. Ouais, parce que tout ça c'est négatif, hein, parce que c'est tout ça est négatif. Oui. Donc je vais mettre un moins. Voilà, parce que c'est exothermique. Ceci c'est exothermique. Voilà. Ceci c'est exothermique. Voilà. Et ceci est exothermique. Voilà. Au total, ça fait moins, voilà, moins 3000. Voilà, moins 3111 d'un côté, donc moins 3000. Et alors à ce moment-là, je fais la somme des deux. Le bilan total de l'enthalpie totale de réaction, ben, ça va donner, voilà, ça va donner, c'est égal à, bon, la partie réactive qui donne le bilan de l'enthalpie réactive donne ceci, plus celui-là. Voilà, ça donne 81. Voilà. Ça donne 81. Bon, bah ici, il y a peut-être un petit problème, parce que normalement, je dois trouver moins 81, moins 45, oui, moins 45, moins 45, je dois trouver moins 45, s'il est positif.
produit, c'est une formation. La formation bon, je me fais confiance par rapport aux valeurs que j'avais mis auparavant. Hein. Bon, je l'avais pris dans les tables. Voilà, donc alors, bilan de l'enthalpie produit. La cassure, elle est normalement la cassure, elle est négative. La formation, delta H positif effectivement, delta H négatif. Énergie absorbée pour former une liaison. Eh bien, voilà. Donc il y a une petite différence dans les calculs. En tout cas, on a un écart de 126 kJ. Hein. Un petit écart de 126 kJ, mais il y en a un qui le donne positif et l'autre négatif. Bon, je vous dis ici, c'est pas un résultat, ça donne jamais un résultat réaliste, c'est toujours approximatif. Hein, les résultats qu'on a ici, c'est des résultats approximatifs. On est toujours un petit peu éloigné. D'ailleurs, j'ai calculé un écart ici. Je calcule qu'on est 126 kJ éloigné par rapport à celui-là, à celui-ci. La réaction devrait donner, veut dire, une réaction qui ressort plutôt quelque chose d'exothermique, c'est-à-dire que voilà, il y a qu'est-ce qui fait qu'on est plus endo que exo ici, il y a quelque chose qui voilà, mais moi j'ai mis des valeurs de tableau voilà, qui sont voilà, plausibles. Hein. La liaison CH, bon, je vais refaire multiplier par on va multiplier par la liaison CH. Or, la liaison CH, elle est là. 346. Ça, c'est CC, je m'excuse, c'est CH, elle est là. CH, elle est là. Donc, en changeant ceci, bon, je vais prendre par rapport à la table que je vous ai dit T4. On va aller chercher la table T4. CH dans T4. Ça, c'est le tableau de Mendeleev. Hein. Ceci, c'est le tableau de Mendeleev. Voilà, le tableau de T4, CH, il a 415.1. Le tableau de Mendeleev, il fait 411. Voilà, ça va déjà élever un petit peu la valeur. On a bien 74 qui est 5 fois ça. Alors, la liaison CC simple, la liaison CC simple, on va aller chercher toujours dans le tableau T4. Voilà. 343. Et la liaison HO simple,
la table HO T4, c'est OH, hein. Voilà, et le CO dans le T4. CO, il est ici, simple, c'est une réaction, c'est une liaison simple. Voilà. Voilà, on a tout ceci. Donc on a ceci, et maintenant, le bilan, il est positif. Positif, là, c'est encore plus catastrophique qu'auparavant. Liaison CC. Oui, c'est parce qu'ici c'est négatif. Hein. Bien sûr, c'est négatif. Pas oublier que c'est négatif. Que celui-là est négatif. Que celui-là est négatif aussi. Voilà, 1300. Voilà, ici on a moins 46. Ah, c'est parfait. Là, c'est parfait. Là, l'écart, il est de 0,39. Moins 46,20. Moins 46,20. Et là, il est de moins 45,81. Voilà. Donc, vous voyez que c'est en fonction des valeurs. Les valeurs d'étape sont fortement importantes. Hein. Moins 45,81 et moins 46,20. Là, l'écart, il est vraiment... Voilà, c'est magnifique, hein, ça. Un petit écart comme ça, c'est terrible. Terrible. Dans le sens, on est presque... Ça veut dire que les énergies de liaison ont presque donné, dans une table que j'ai pris, bon, que j'ai choisi, c'est moi qui ai choisi la table, j'aurais pu choisir la table du tableau de Mendeleev, mais non, j'ai choisi dans les tables qui me donnent une valeur très rapprochée de l'enthalpie de, voilà, de l'enthalpie de réaction calculée par les enthalpies de formation. Ici, ça a été calculé par les enthalpies de liaison, mais apparemment, je pensais que c'était... on ne sait pas toujours approximatif, apparemment, ici, on se rapproche quand même du résultat. On a 0,39 kJ d'écart. Donc, je vous dirais, c'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Voilà. Je vous remercie beaucoup.